Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Bugnier, la CEO d'Octo Technologies. C'est bien simple, Octo révolutionne le monde du conseil. J'ai pris un immense plaisir à découvrir cette entreprise qui s'est appuyée sur un why puissant pour construire un modèle d'organisation unique. C'est un bonheur de le partager avec vous. Bonne écoute à tous. Bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Bon écoute, je suis hyper content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui donc de la culture d'Octo Technologies. Plaisir partagé. Et puis je crois qu'on a une connaissance en commun. Vivien Pertuso, donc de la newsletter La Machine à Sens, qui t'a aussi interviewé, je crois, dans une des dernières éditions. Tout à fait. Qui était vraiment super. Donc voilà, je vous encourage à aller suivre ce que fait Vivien, à aller suivre La Machine à Sens. C'est une super newsletter aussi sur le sens, les raisons d'être, les valeurs d'entreprise, des choses qui nous animent aussi beaucoup chez Bien Moniste. Ouais, je confirme. C'est vraiment très chouette. Alors, Dominique, du coup, avant que tout le monde aille lire ton interview sur La Machine à Sens, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer ? Oui. Alors, j'ai un double rôle chez Octo. Je suis directrice des opérations d'Octo. C'est un rôle que j'ai depuis 4 ans. Et puis, depuis 2 mois, j'ai une casquette additionnelle qui est que je suis directrice du développement durable. D'accord. Ah oui, donc c'est nouveau. C'est une nouvelle préoccupation chez Octo, c'est ça ? C'est une nouvelle préoccupation. En tout cas, c'est une préoccupation qui s'est cristallisée ces derniers mois, ou on va dire ces 2 dernières années. Et on vient de mettre en place une gouvernance associée. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pris ce nouveau rôle avec des équipes pour avancer. Et d'ailleurs, je crois que tu auras du pain sur la planche, parce que si je me trompe pas, vous allez bientôt être certifié B Corp. Nous sommes certifiés B Corp. C'est parfait, mais non, en fait, tu peux pas le savoir, parce qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est pas public encore. C'est pas communiqué, c'est public pour les gens qui sont curieux et qui veulent aller sur le site B Corp. Et en fait, on démarre le communiqué de presse le 1er juin. Bon bah, félicitations. Merci. C'est génial. Ouais, c'est génial. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'assez nouveau chez vous. Ça vous a pris combien de temps de devenir B Corp ? Ça nous a pris 18 mois parce on s'est pris un peu le Covid au milieu et que c'était un peu aussi les mêmes équipes qui travaillaient sur nos aménagements Covid. Mais il nous a fallu un bon 18 mois. Oui, entre le moment où on a pris la décision de se lancer dans ce voyage et puis le résultat de la certification, le résultat pour moi c'est qu'une étape intermédiaire parce que tout est à continuer, tout est à renforcer, tout est à faire. Et c'est le principe de B Corp d'ailleurs, c'est ça qui est bien, parce que tu as besoin de t'améliorer tous les ans. Exactement, et on mesure déjà toute la valeur d'avoir rejoint cette communauté parce que ça fait juste 1 mois, et on fait déjà partie de certains groupes de travail. Et c'est incroyable. Donc il y a une réalité, c'est pas uniquement du marketing. Il y a une réalité, des boîtes qui travaillent ensemble sur des sujets importants. Voilà, hier, je faisais partie d'un groupe de travail qui réfléchissait à jusqu'où les B Corp doivent aller, comment elles doivent se positionner autour du bilan carbone. D'accord, oui, super intéressant. Et aussi un sujet pour vous, exactement, avec une intervention géniale d'une experte de l'ADEME, avec ensuite à peu près une vingtaine de B Corp qui ont réfléchi pendant 2 heures sur ce sujet-là. Enfin, débroussaillé, débuté la réflexion. Super. Donc déjà, c'est quelque chose qui t'apporte énormément. Génial. Et alors du coup, ce voyage B Corp, je crois que c'est pas le premier que tu fais avec Octo. C'est pas le premier voyage. C'est le premier voyage B Corp. C'est le premier voyage B Corp, effectivement. Mais c'est une boîte que tu connais très bien puisque t'es là quasiment depuis sa création. Ouais, j'ai rejoint Octo la première année, en 99. C'est ça. Enfin, Octo est né en 98 et je les ai rejoints quelques mois après. Ouais. Et alors justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Octo ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors Octo, c'est une ESN, une entreprise service numérique, ce qu'on appelait, on va dire, des SS2I ou des. Nous, on préfère parler de cabinet de conseil. Ouais, bien sûr. On préfère parler de cabinet de conseil parce que on a, depuis la création d'Octo, on est vraiment positionné sur des prestations à valeur ajoutée, sur des interventions en équipe. Et je dirais que au fil des années, on est toujours resté très ancré autour de la technologie. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est un cabinet de conseil en technologie et qui est spécialisé sur la transformation digitale. Ok. Et alors du coup, depuis 1998, t'as dû voir beaucoup Octo évoluer. Tu as beaucoup participé aussi. Concrètement, c'est quoi les grandes évolutions, les grandes étapes du développement d'Octo ?
Alors, elle est sympa cette question parce que en fait Octo c'est une boîte qui a toujours évolué. On a un motto qui s'appelle Very the Better Way. Voilà, l'amélioration continue, c'est dans nos gènes. C'est sûr que si tu m'avais dit rien n'a changé depuis 98, je me serais inquiété. Non. Et c'est et en fait on a évolué à la fois tout le temps, donc cette amélioration continue, et par paliers. Et on a eu des paliers où on aime à dire qu'on a un peu patiné pour passer le palier. Et par exemple, on a eu un palier à 50. En termes de salariés, tu veux dire? Ouais, 50 salariés. Ensuite, on a eu... Celui-là n'a pas été très compliqué à passer. On a eu un palier à 150 salariés. Là, on a mis 2 ans à le passer en termes de croissance. Ça a été assez compliqué. Et après, il y a eu d'autres paliers en termes de croissance qui sont arrivés avec leur lot de modifications organisationnelles. Donc ça, c'est intéressant. Et je dirais que la dernière... en tout cas, le dernier événement qui nous a beaucoup marqué, c'est notre rachat par Accenture il y a 4 ans. Et on va en parler. Et on en reparlera. Et justement, pour revenir sur quand tu dis on a patiné pour passer un palier, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que t'arrives pas à développer l'activité pour recruter plus, ou que les bureaux sont trop petits pour accueillir 50 personnes? J'imagine que non. Les bureaux, c'est facile, en général. Les bureaux, c'est facile. En général, c'est pas le plus dur. Les bureaux, c'est facile. En fait, c'est des caps qui sont plus des caps de culture, d'organisation. Et du coup, on va parler de femmes et d'hommes et de recrutement et de fidélisation. Donc c'est ça qui a été compliqué. À 50, le cap des 50, on l'a passé au bout de 3 ans de mémoire. Là, on avait des octos, c'est comme ça qu'on s'appelle, des octos qui disaient mais on veut pas croître, on va perdre notre âme. Non, il faut qu'on reste petit, il faut qu'on reste à 50. Voilà, donc difficile de se dire qu'on peut proposer des opportunités de carrière, des évolutions, tout en restant 50. C'est juste pas logique. Pour répondre aux demandes de tes clients, etc. Ça peut être un choix que tu fais. Et passer de 0 à 50 pour un cabinet de conseil en 3 ans, c'est quand même rapide. Si je me trompe pas. Tout à fait. Et ça veut dire que du coup, tu as une demande qui est en hyper-croissance quasiment. On a eu... Tout au long d'octobre, on a eu de la demande et l'éclatement de la bulle Internet et puis 2008, c'est 2 moments économiques compliqués qu'on a réussi à passer. On a eu un petit tassement d'activité à ce moment-là, mais c'est reparti. Mais à 50, effectivement, il y a des gens qui ont quitté Octo. Ok. Voilà. Bon, voilà, soit. Et 50, c'est le moment où on a commencé à poser un peu de pratique de management. Ce qu'on n'avait pas vraiment avant. Et le deuxième cap qui a été dur à passer, cette fois-ci c'est au bout des à peu près 10 ans d'Octo, c'est le cap des 150. En fait, on a mis 2 ans à passer le cap des 150. Et on était flat en termes de personnes, c'est-à-dire que on recrutait et des gens partaient, on recrutait et des gens partaient, donc on avait un pic de pourcentage, un pic de démission qui nous convenait pas. Donc ça, il a été compliqué à passer celui-là. Et pour toi, qu'est-ce qui causait ça, notamment autant je le comprends, sur les 50, quand tu rejoins une boutique de conseil qui est en création, c'est pas forcément pour être dans un Big Four ou équivalent. Quand tu arrives à 150, t'as des boîtes qui est assez solide. Puis comme tu le dis, t'as déjà posé des premières bases qui te permettent de plus être juste, on est 20 dans une pièce, tout le monde se connaît, on n'a pas besoin de mettre des règles écrites, etc. Voilà. Ce cap de 150, comment t'as fait et quand est-ce que t'as su que tu l'avais passé? En fait, comment est-ce qu'on a su qu'on l'avait passé quand on a continué à recroître, c'est-à-dire qu'on arrivait à plus embaucher que des gens ne partaient. Il a été compliqué parce que ça correspondait à un moment où on avait embauché plein de nouveaux profils différents. On était sorti uniquement de la partie cabinet d'architectes en système d'information. Et donc on avait des personnes des experts en UX, des personnes experts en agile, méthodo. Donc du coup notre offre s'était énormément étoffée. On avait une organisation qui était très orientée organisation client avec 3 grandes BU, dont une banque finance assurance qui était celle que je dirigeais à l'époque. Et en fait, les collaborateurs d'Octo ne se reconnaissaient pas dans ce prisme très orienté sectoriel. Ce qui est le cas dans beaucoup de cabinets pour le coup. Qui est vraiment qui est une organisation très très classique et on a mis pas mal de temps à comprendre, à faire émerger que
ce qui faisait Octo, ce qui faisait le fait que des Octos viennent, c'était l'envie de travailler avec d'autres personnes sur des sujets d'expertise, le fait de progresser, de partager avec des pairs. Et que les Octos étaient moins intéressés par le secteur métier. Vous pouvez les faire bosser sur la banque, l'énergie, transport. Et plus intéressés à aller discuter sur, à l'époque, voilà, des serveurs d'application, début des API, de la sécurité, ce genre de choses. Et donc, notre organisation qui était métier, et qui était uniquement orientée secteur industriel, ne représentait pas de sens pour eux. Donc il y avait un vrai questionnement, vrai doute, questionnement autour de l'appartenance. Okay. Voilà, donc c'est ça qui a émergé, qui a pas émergé naturellement. Il a fallu qu'on lance un questionnaire pour arriver à comprendre. Et en fait, ce questionnaire, ça aussi, c'était une particularité, c'est que le questionnaire, on l'a appelé True Place to Work, un peu par complément du Great Place to Work et le palmarès auquel déjà on avait participé. True Place to Work, c'est un ensemble de questionnaires qui a été créé par les Octos pour les Octos. Ok. Donc en fait, ce sont les salariés qui ont décidé des questions qu'on allait se poser collectivement. Oui, donc on retrouve une approche très partage. Très partage, et ce qui a fait émerger des choses dingues, comme quoi il y avait une question dans les 6 derniers mois, est-ce que tu avais eu l'intention de quitter Octo ? La réponse, oui, 50%. Donc quand tu vois ça, là tu prends une grande respiration, tu te dis waouh. C'est hyper intéressant faire quelque chose. Et en fait c'est hyper intéressant ce que tu dis là-dessus parce que le secteur du conseil, encore une fois, c'est une industrie qui traditionnellement a un taux de turnover hyper élevé. Ouais. Voire c'est un modèle qui est carrément assumé. Tu rentres, moi j'étais consultant en Big Four, tu rentres dans un Big Four, en fait up and out. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même tu sais qu'en gros le turnover moyen ça va être 1 an et demi, que on te fait même une promesse d'employabilité derrière qui va te dire mais tu viens parce que c'est une bonne école, derrière tu vas pouvoir te recaser quoi. Et c'est hyper assumé en fait. Donc c'est hyper intéressant que vous ayez fait ce choix. Mais pas chez nous. Voilà, c'est ça, de faire ce choix qui est hyper différent. Et pourquoi justement ? En fait, il est hyper différent, mais il se comprend parce que notre matière première c'est la tech. Et construire des expertises sur la technologie, ça prend du temps. Surtout que la tech en 98, c'était pas la tech aujourd'hui. Non, la tech, ça bouge tout le temps. Et c'est compliqué, et il faut du temps. Et donc, un turnover d'1 an et demi, pour nous, c'est pas possible. T'as pas le temps de construire des expertises, je dirais, durables. Voilà. Donc, pour nous, là, actuellement, pendant très très longtemps, on tourne entre 3 ans et demi, 4 ans d'ancienneté chez Octo. C'est plutôt notre moyenne. Donc, on arrive à vivre avec ça. 1 an et demi, c'est pas jouable chez nous. Ouais, je comprends. Voilà. En même temps, c'est bien aussi parce que c'est-à-dire que tu laisses aussi le temps à tes collaborateurs de développer des expertises. Exactement. T'attends pas forcément que ce soit les purs experts dès le début quand tu recrutes. Alors, je connais pas les structures de grade chez vous, mais c'est pas parce que t'arrives senior chez Octo que tu vas être expert dans toutes les technologies possibles, quoi. On recrute beaucoup de juniors. Ok. C'est ça, parce que vous arrivez encore à avoir beaucoup d'attractivité auprès des juniors. Ah oui, on a énormément d'attractivité auprès des juniors. On recrute, l'année dernière, on a dû recruter 60 juniors, à peu près. Ok. Ouais. Juniors, 0 à 3 ans d'expérience, dont beaucoup de gens qui sortent d'école. C'est assez top, parce que justement, je crois que c'est un problème pareil qui dans l'industrie est assez fort. Enfin, c'est vrai, c'est le cas pour tous les grands groupes, pas que pour le conseil, mais notion de marque employeur, notion d'attractivité. Et du coup, ça me permet de faire le lien. En quoi Octo, justement, est différent pour toi vis-à-vis de ces talents à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller chez Octo plutôt que chez quelqu'un d'autre? Si je parle, par exemple, des juniors, on a depuis 4-5 ans un process d'intégration pour les juniors qui s'appelle la School. En fait, on constitue des promos de juniors donc on les intègre par groupe de 10 à 15. Donc ils vont travailler en collectif, ils vont se former et ils vont énormément apprendre. Donc sur 8 mois, donc ça dure 8 mois, une promo, ils ont plus d'une 30aine de jours de formation. Donc en fait, on leur inculque les bases, les fondamentaux de nos métiers. Et ils vont apprendre, à travailler en collectif. Ce qui est super important dans nos métiers. Voilà. Et c'est des choses qui plaisent parce que, par bouche à oreille, on a énormément de candidatures de juniors. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'employé advocacy, en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, on recrute des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. On est vraiment dans un des ADN de base d'Octo. Donc, quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'apprendre, qui aime travailler en équipe, qui aime partager.
voilà, il faut qu'il ait quelques bases techniques, voilà, d'expertise, c'est normal. Ouais, mais après, je dirais l'alchimie Octo va faire le reste. Je vois. Donc du coup, tu dirais que c'est cette alchimie, est-ce que c'est ça qui t'a aussi du coup aidé à passer ces caps pour reboucler? C'est cette alchimie quand on l'a comprise. Et donc effectivement, au bout de ce fameux cap difficile à passer, 10-12 ans, on s'est rendu compte que les Octos avaient envie de se retrouver autour de leur pôle d'expertise, autour de leur expertise première, avaient envie de faire de la R&D, avaient envie d'expérimenter, avaient envie de faire des projets ensemble. Et quand on a compris ça, et ben du coup on s'est dit qu'on allait faire un changement organisationnel très fort, et c'est là où on a lancé notre fameuse organisation en mode tribu. Ah, ça c'est un sujet hyper intéressant. Voilà. Il faut absolument que tu me racontes ce que ça veut dire, parce que il y a pas mal de modèles d'organisation agile. On pense au modèle Spotify par exemple, il y a des tribes et des choses comme ça. Vous, c'est un modèle que vous avez calqué, entre guillemets, tu le prends sur une étagère et tu le mets, j'imagine que non. Non. Ou est-ce que c'est un modèle qui est composite et qui marche comment du coup, parce que c'est votre modèle en fait? Ouais, c'est notre modèle. Alors c'est un modèle qu'on a co-construit. On a eu des inspirations. Pas franchement le modèle Spotify. Dans le modèle Spotify, ce qui est intéressant quand on comprend l'histoire, c'est comment ils ont compris quels étaient leurs dysfonctionnements et comment ils ont construit leurs propres solutions par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que calquer un modèle, ça n'a pas de sens, d'accord. En général, ça n'a pas de sens. Donc tu vois, on sortait de ce fameux questionnaire True Place to Work. On avait identifié à ce moment-là que ce qui fédérait les Octos, ce qui faisait la valeur de notre cabinet pour les clients, c'était cette somme d'expertise, ce Lego d'expertise. Et donc, on a été beaucoup inspiré. À cette époque, on a lu beaucoup de bouquins pour chercher l'inspiration à droite à gauche. Et il y a un livre qui nous a beaucoup inspiré, c'est Tribal Leadership. Qui est un super bouquin. Et qui, du coup, nous a fait comprendre aussi ce fameux aussi nombre de Dunbar, 150 personnes. La taille de tribu. Et la taille de gens que tu peux connaître, en fait. Tout à fait. Le cerveau humain ne peut connaître que 150 personnes. Exactement. Personnes que tu peux croiser dans la rue en te souvenant de leur nom et leur dire bonjour. Et c'est pour ça aussi qu'on patinait. Parce que il fallait qu'on recrée quelque chose pour passer au-delà de 150. Et tout ça ensemble, Tribal Leadership nous a fait comprendre aussi, toi qui as lu le bouquin, t'as 5 stades, dans Tribal Leadership. J'imagine que vous n'étiez pas au stade 1 ou 2. On n'était pas au stade 1 ou 2 qui sont vraiment... je crois que dans le bouquin, le stade 1, c'est le gang de rue, globalement, donc oui, on n'en est pas là. C'est ça, 2, c'est les gens qui sont éminemment dépressifs, voilà, si on peut dire comme ça, caricaturant. Le 3, c'est le héros solitaire, c'est je suis bon mais les autres sont nuls. Très grande firme des années 90. Exactement. Et le stade 4, c'est en anglais, c'est we are great. C'est vraiment la notion d'équipe qui fonctionne bien ensemble. Donc dans le bouquin, ils expliquent tous les caractéristiques, les artefacts, comment est-ce qu'on manage ce genre d'équipe. Donc ça nous a inspiré. Et du coup, on s'est dit à ce moment-là que ce modèle en 3 grandes BU orientées métiers, il avait vécu. Et on a proposé, du coup, aux Octos de créer des tribus. Et on leur a dit, on a fixé un cadre. À ce moment-là, on avait dit, une tribu, c'est un challenge. Donc, il peut être technique ou méthodologique. C'est-à-dire, c'est des gens qui se regroupent ensemble autour d'une expertise. Une tribu choisit son leader. Ok. Donc c'est elle qui décide de son leader. Donc toi, tu commences à déjà avoir un petit peu d'auto-organisation. Il faut au moins 4 personnes pour faire une tribu. C'est-à-dire que tu peux être leader d'une tribu sans être partenaire, par exemple. Exactement. Et tu peux être membre d'une tribu en étant partenaire et n'étant pas forcément le leader. Exactement. Donc ça, c'était important. Et puis, il y avait aussi cette notion de transparence, c'est-à-dire qu'une tribu est suivie sur l'équivalent d'un PNL. C'est-à-dire que les résultats sont transparents, objectivés, et puis la santé de la tribu... Ça peut être très dur, ça, non? C'est un challenge. Surtout quand tu connais un peu, encore une fois, les modèles conseils, où les associés ont aussi leur PNL en général, les équipes ont leur PNL. T'as beaucoup de PNL qui s'entrecroisent. Ouais, mais pas chez nous. Chez nous, c'était relativement simple. Ok, super. Et en plus, on a eu l'avantage, dès le départ, d'avoir créé notre propre ERP maison, très transparent. D'accord. Donc tu t'es créé un outil qui fit avec ton modèle d'organisation. Alors, on avait déjà l'outil possible, mais on l'a adapté très facilement. Donc si tu veux, dans notre outil, tout est transparent. Tu sais exactement qui bosse sur quelle mission, tu connais, tu vois les notes de frais des gens, tu vois sur quoi ils pointent, tu vois à quel TJM ils sont vendus. Si je suis junior, je peux aller voir ça chez toi?
Si t'es junior, tu peux aller voir ça. Ah, ça c'est génial. C'est incroyable. Ouais, effectivement. Et donc, si tu veux, on captait toutes ces informations-là. Donc, arriver à calculer la marge opérationnelle d'une équipe. Bon, en plus, on est des techs, on est des devs, quoi. Après, derrière, c'est juste mettre les bonnes données au bon endroit, on est d'accord. Mais c'est le concept que je trouve hyper intéressant. Tu vois, sans rentrer dans le détail de comment ça s'articule, effectivement. Mais ça dit quelque chose, quand même. Ça dit des choses. Donc, voilà. Donc, c'était l'idée de la tribu. Et aussi, dans la tribu, c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'on s'est dit que on ne voulait plus de bonus individuels. D'accord. Donc en fait, le système de bonus, c'est un bonus collectif local à la tribu. D'accord. Pour du coup pousser des comportements collectifs, des comportements d'optimum global et pas d'optimum local. Et on a lancé ça, on a dit vous pouvez postuler pour créer votre tribu. Donc on avait mis un comité de direction, donc les tribus devaient venir soutenir leur projet. On avait fait un pari, on s'était dit on va avoir 5-6 tribus. En fait, on en a eu 12 qui se sont proposés. Donc plus de la moitié des consultants se sont à l'époque retrouvés là-dedans et se sont dit on va créer notre tribu. Donc 12 tribus, à l'époque on en a validé 11 sur les 12. La 12e avait pas suffisamment travaillé son challenge, c'était pas suffisamment clair. On leur a dit revenez dans 3 mois. 3 mois après, ils avaient mûri leur sujet et 3 mois après, on l'avait accepté. Et aussi dans le modèle, on avait embarqué dès le départ le fait que ça puisse être un échec et que c'était pas grave. C'est-à-dire que une tribu qui disparaît, c'est aussi un apprentissage et c'est bien. Donc, on te coupe pas la tête parce que on te coupe pas la tête. Donc ça pousse aussi à l'expérimentation et donc c'était vie et mort d'une tribu, c'était un peu built-in. Et donc on a eu 11 tribus qui se sont créées comme ça. Et c'était très chouette parce que ça nous a fait prendre conscience à ce moment-là que en tant que, on va dire, direction, même si j'aime pas trop ce terme-là, on était là pour fixer le cap global, fixer la vision, la mission. Et tous les salariés ont une tête suffisamment bien faite pour comprendre quels sont les Legos au sens technique du terme, les expertises techniques qui sont intéressantes à développer pour du coup servir cette vision globale. Donc tu vois, on a vu une tribu émerger sur la mobilité, on a vu une tribu émerger sur l'UX, une émerger sur l'Ops, une autre sur les API, tu vois, comme ça. Et tu vois, c'est ça, en général, quand tu bascules, dans un changement d'organisation comme ça, qui est très collectif, moi j'aime bien dire qu'en gros, il y a autant d'apprentissage dans le processus pour y arriver que dans les résultats que tu obtiens à la fin, même d'un point de vue business, etc. Évidemment, t'en as eu, puisque Octo va toujours très bien et a continué de grandir. C'est quoi les grands apprentissages de ce processus? C'est quoi les résultats inattendus qu'il y a eu quand t'as fait ça? Déjà, le premier résultat inattendu, c'est qu'il y en a eu autant. Donc, donc du coup, ça a un peu confirmé qu'il y avait un problème et qu'on touchait du doigt une solution, en tout cas, qui allait servir, qui allait dresser ce problème. Ce qui nous a aussi vraiment surpris, c'est que toutes les propositions de sujets de tribus étaient pertinentes. Ah, je t'attendais pas à ça? C'est pas qu'on s'attendait. Il y avait un petit doute, tu vois. Évidemment, ça s'imaginait bien que personne allait faire une tribu coiffure, un cabinet de conseil. Non, mais j'imagine. Tu vois. Mais on n'a pas eu à challenger le cœur du sujet. Et c'était réjouissant, ça. En fait, t'as souvent le risque d'être agréablement surpris par tes équipes. Exactement. Quand tu leur lâches la prise, quoi. C'est là où tu te dis que, l'intelligence collective, laisser de l'autonomie, de la confiance aux gens, c'est génial. Et tu arrives à éviter, parce que tu vois, ça, c'est autre chose, c'est que tu me parlais du stade 4 de Tribal Leadership, il me semble qu'il y a le côté We are great, mais aussi il y a le côté We are great against the others. T'as raison. Pour pas spoiler, t'as un 5e stade où en gros on en est à la mission nous dépasse, on est tous ensemble et c'est génial, et on y reviendra. Est-ce que t'arrives est-ce que tu trouves est-ce qu'il y a une rivalité qui se crée entre les tribus? Est-ce qu'il y a une rivalité vis-à-vis de l'extérieur? Comment tu fais pour que les tribus se marchent pas dessus, en fait? Alors, il y a une rivalité avec l'extérieur, mais ça c'est toujours un peu le cas. C'est logique, puis c'est nécessaire, quelque part. Bien sûr. La rivalité entre tribus, alors c'est marrant parce qu'au début, on avait certaines tribus qui avaient un peu de recouvrement, tu vois, en termes de périmètre. T'as toujours un peu de recouvrement. Et ça, on s'est posé la question.
on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on agisse, qu'on leur demande de faire un pointillé super net? Ce qui est quasiment jamais faisable, non. En fait. Et puis ça dépend qui a le client aussi derrière. Exactement. Enfin, tu vois, et du coup, on s'est dit, on verra si ça pose un problème. On verra comment le système va naturellement s'ajuster. Et vraiment, ça n'a pas été un problème. Des rivalités entre tribus, je dirais plutôt du challenge. Parce que il y a aussi quelques principes organisationnels chez Octo. C'est que tu as un principe qui est l'open mercato. Ok. Open mercato, c'est-à-dire que... Ça parlait à tous les amateurs de foot parmi nous, du coup. Ouais, j'en suis pas, pour le coup. Open mercato, c'est qu'à n'importe quel moment de l'année, tu peux décider de changer d'équipe chez Octo. Dans la mesure où l'équipe que tu veux rejoindre est OK pour t'accueillir. Oui, j'imagine que tu ne pointes pas en disant bonjour, j'arrive. Exactement, quoi. Mais l'équipe d'où tu pars n'a absolument pas le droit de te retenir. D'accord. Okay. De s'opposer à ça. Donc du coup, t'as une certaine, tu as une fluidité. Donc effectivement, ça peut pousser des tribus à faire un petit peu d'attractivité, ainsi de suite. Mais en fait, ça s'est calé très très vite. Il n'y a pas vraiment ça. Et c'est même quelque chose qu'on a envie de faciliter. Parce que la technologie, cet univers-là, est tellement compliqué que c'est très intéressant que des gens aillent développer successivement plusieurs expertises et du coup se développent énormément en largeur. C'est ces profils-là qui deviennent assez uniques et qui deviennent hyper recherchés. Quoi. Exactement. Et il y a aussi un autre principe de management chez Octo à l'intérieur de ces tribus, c'est choose your manager. Tu vas faire rêver beaucoup de monde, là. Hein. Ouais, je sais qu'on fait rêver du monde quand on explique ça. Et donc, en fait, tu choisis ton manager. Mais tu choisis ton manager au sein de l'équipe où tu appartiens. D'accord. Voilà. Et la seule règle, entre guillemets, qu'on pose, c'est qu'il y ait un niveau d'écart. Bon, un junior va pas manager un junior. Oui, non, oui, bien sûr. Donc, un seul niveau d'écart et c'est bon. Et quand tu dis ton manager, parce que t'as aussi derrière la structure en mission, c'est-à-dire que, quand tu vois ce que je connais, mais je comprends que vous cassez tout ce que je connais, hein, chez Octo. Ouais. En général, t'as un manager qui a une mission, puis lui, il fait une équipe, quoi. Et après, t'as des niveaux, t'as ton ouais, parrain, mais on n'a pas ce modèle-là. On n'est pas sur le modèle conseil du manager en mission. Quand on vend une mission, quand on réalise une mission chez un client, on a effectivement un directeur de mission. D'accord. Et le directeur de mission va constituer une équipe le temps de la mission. Et cette équipe, elle va avoir des consultants, des consultantes qui viennent des différentes tribus. D'accord. C'est hyper rare. Okay. Ça arrive quand même. C'est hyper rare qu'on ait une mission faite avec 100% des gens de la même équipe. Souvent, c'est mixé. Tu vois, tu fais une mission de conseil de type audit d'un bout de système d'information. Donc là, tu vas avoir des gens... plein de compétences différentes, parce qu'il y a plein de bouts audités. Tu fais un projet de delivery. T'as besoin de PO, t'as besoin d'UX, t'as besoin de back-end, de front, d'ops, ainsi de suite. Donc, en fait, tu as cette fluidité, cette hétérogénéité, mais chaque tribu a son expertise. Et donc, tu choisis ton manager au sein de ta tribu. Pourquoi ? Parce que le manager, c'est celui auprès de qui tu vas grandir. Et donc, tu choisis ton manager par rapport à ce qu'il va t'apporter. Voilà. Ok, c'est assez simple dit comme ça. C'est simple. Ouais, ouais, c'est simple. C'est assez génial. Tu peux changer de manager aussi. Voilà. Aussi, tu peux. Voilà. Et ça pose pas de problème. Pas tous les 4 matins parce que c'est pas très cohérent. Ça va se voir aussi. Ouais, c'est un peu logique. Mais oui, tu changes. Okay. Moi, tu vois, ça fait 22 ans que je suis chez Octo. Il y a des personnes que j'ai managées 2 ans, 3 ans, et puis au bout d'un moment, on s'est dit d'un commun accord, ouais, enfin, je te fais plus grandir, je te fais plus bouger, et puis je dis, va chercher quelqu'un d'autre. Moi, c'est bon, on a fait le tour du sujet, va voir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est top. Voilà. Ça permet d'apprendre de plein de choses différentes. Oui. Et c'est surtout que, le truc que je trouve assez intéressant, qu'on trouve pas dans certaines autres boîtes, c'est que, ça va paraître fou ce que je dis, c'est que personne n'appartient à personne. Ouais, t'as pas de baronnie, t'es dans mon équipe, t'es pas dans la sienne, donc exactement, tu peux bosser avec lui. T'as pas mon bonus, il va être calculé parce que je manage 10, 20, 25 personnes. Enfin, voilà. Donc, t'évites un peu les conflits de loyauté, les injonctions contradictoires, et ce genre de choses, quoi. Exactement. Donc ça fait un peu partie des innovations managériales chez Octo. Génial. Et alors, du coup, en parlant d'innovation managériale, du coup, il y a ce système de tribu dont on a parlé. Ouais. Et je crois que, au-dessus de ça, vous venez empiler, donc, une couche d'un modèle qui s'appelle la sociocratie. Ouais,
Il y a un petit raccourci que tu viens de faire. Oui, complètement. Mais il est complètement assumé. le but étant justement que tu nous expliques comment est-ce que ça marche, tout ça, comment ça s'articule. Et puis du coup, c'est quoi le modèle de la sociocratie chez Octo? Alors, autant le modèle tribu, on a du recul, parce que maintenant ça fait 6 ans, 7 ans, autant la sociocratie, on est encore des débutants. Je vais t'expliquer, on va rester très modeste. Alors, il y a une étape entre ces deux choses-là, c'est-à-dire que, un peu comme tout, un modèle, au bout d'un moment, au début il est vertueux, et puis au bout d'un moment il se rigidifie. Et notre modèle des tribus, au bout d'un moment, c'est un peu rigidifié. Il y a eu beaucoup de tribus, beaucoup de tribus. Donc, je pense qu'à un moment, je crois qu'on a dû monter à une 50aine de tribus, un peu en organisation flat, donc un peu compliqué. Et il n'y avait pas suffisamment de fluidité. Et là, donc il y a 2 ans, on a posé un nouveau modèle qu'on a appelé la Ligue. La Ligue. Et la Ligue, c'est un rassemblement de tribus. D'accord. Donc par exemple, tu vas avoir une ligue qui s'appelle WAM. Alors, demande pas pourquoi ils ont trouvé leur nom, parce que les noms c'est un petit peu rigolo. Donc par exemple cette tribu qui s'appelle WAM, tu vas retrouver tous les gens qui vont bosser sur du développement applicatif. Donc dans cette ligue WAM, tu as la tribu qui fait de la mob, donc qui travaille sur Android et iOS, la tribu qui travaille sur les API, le back-end, et la tribu qui va travailler sur du front-end. Et tu as aussi une toute nouvelle tribu qui s'appelle la tribu qui fait de l'éco-conception. D'accord. Donc ces 4 tribus se sont rassemblées sur la tribu WAM. Donc en fait, ils ont en commun le fait que ce soit des experts du dev, qui fassent du dev. Voilà, donc ça c'est une ligue, voilà. Et tu as pareil, on a une autre ligue qui s'appelle Evolve, qui elle rassemble toutes les tribus qui sont sur des sujets de transformation. Okay. Donc les tribus sur l'agile at scale, les tribus sur l'évolution d'architecture des SI, les tribus sur le craftsmanship, tout ce genre de choses. Donc et du coup maintenant on a 6 ligues, et à l'intérieur de ces 6 ligues tu vas retrouver les tribus. D'accord. Et maintenant, autant avant, la naissance et la mort des tribus étaient décidées par le comité de direction. Maintenant, chaque ligue a son propre board. D'accord. Et le board, gère la naissance, vie, mort des tribus, pilotage. Donc on a délégué un certain nombre de gestion des tribus au board des ligues. Et donc là, aujourd'hui, on a 6 ligues qui rassemble, on va dire, les practices, si on reprend un mode conseil. Oui, bien sûr. On a aussi, encore du jargon Octo, ce qu'on appelle la guilde. Et dans la guilde, on a tous les gens qui sont sectoriels. C'est là où on a nos BizDev, et là on a 5 secteurs métiers. Tu vas retrouver Financial Services, tu vas retrouver l'équivalent des Utilities, enfin des choses assez classiques. Là tu vas du coup trouver toute la partie, on va dire, vente, fabrication de missions complexes. Et dans les practices, tu as les gens qui développent les expertises. D'accord. Donc ça c'est notre modèle aujourd'hui. Et la sociocratie, c'est un modèle de gouvernance qu'on explore depuis 1 an, qui, pour l'instant, s'est mis en place au niveau du comité de direction. Okay. Donc, au niveau du comité de direction, on était arrivé à 20-25 partenaires, donc c'était, ça devenait un peu compliqué. Voilà. Donc, on s'est dit qu'on voulait mettre en place un mode de gouvernance beaucoup plus fluide. Et on s'est penché sur la sociocratie. Et aujourd'hui, ces 25 partenaires sont répartis en 5 cercles de direction. Donc tu as le fameux cercle général qui vraiment représente... c'est ton équivalent COMEX, quoi. On peut dire que c'est un équivalent COMEX, oui, tout à fait. Et après, on a 4 cercles qui correspondent aux 4 grandes fonctions d'Octo. Donc on a le cercle client, donc qui lui donc du coup gère tout ce qui va être la partie, on va dire, vente. On a un cercle consultant dans lequel tu vas retrouver effectivement tous les ligues. On a un cercle qui s'appelle le cercle savoir, parce que chez Octo, la R&D, les publications, la vision scientifique, la vision technique, c'est des choses qui sont très importantes. Donc on a vraiment un cercle là-dessus. C'est eux par exemple qui gèrent tous nos stages. Il y a des thèses aussi chez Octo, donc c'est chez eux. Il y a tout ce qui est nos sujets de CIR également. Donc c'est vraiment le cercle savoir. Et tu as ce qu'on appelait le cercle corporate. Et moi, en tant que directrice des opérations,
je pilote ce cercle corporate. Voilà. Okay. Voilà, donc on a ces 4 cercles qui, on va dire, collés ensemble, donnent les 4 grandes fonctions. Et du coup, dans ces 4 cercles, tu as des représentants au cercle général. Et là, tu as effectivement le fonctionnement de sociocratie, c'est-à-dire que le DG d'Octo, qui est Ludovic Cinquin, a choisi dans chacun des cercles ce qu'on appelle le lead du cercle. Donc moi je suis lead du cercle corporate, donc on a été choisi par Ludovic, et chaque cercle a élu un représentant au cercle général. Et donc en fait c'est la notion, ce qu'on appelle de double lien en sociocratie. Donc en fait tu as 2 personnes par cercle qui siègent au cercle général pour un mandat électif. Nous on a décidé que c'était un mandat électif d'1 an. Vous faites des élections ? Sans candidat. Sans candidat, ouais, c'était ça ma question. Exactement. Okay. Nous faisons des élections sans candidat et nous prenons nos décisions par consentement. Oui, et par l'absence d'objection, c'est ça ? Et voilà, tout à fait. Et ça marche bien ? Et ça marche très très bien. C'est un modèle dont j'entends souvent parler et en même temps quand tu le transposes à des environnements où tu peux débattre sans fin, tu vois, concrètement. Ça marche bien finalement. Écoute, en tout cas, nous, au bout d'1 an, ça nous a permis de gagner en fluidité, en sérénité. On n'a plus des débats à 25, qui étaient compliqués. Ouais, bien sûr. Qui nous épuisaient. Au bout d'un moment, il y avait beaucoup moins de participants au comité de direction, voilà. Donc non, ça a redonné une dynamique. On s'était donné 1 an pour tester ce modèle-là au niveau de la direction. Donc on l'a testé et on l'a validé. Et là, actuellement, on est en réflexion sur comment le déployer plus largement. Pour le redescendre au niveau des équipes. Exactement. Du coup, donc il y a déjà des tribus, des ligues qui se sont lancées dans la sociocratie. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, donc ils l'ont fait spontanément. Donc voilà. Il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Il y a des endroits où on se dit que peut-être que ça fait pas sens non plus. Donc là, maintenant, ça va être cette nouvelle année. On va voir dans quelle mesure on peut déployer ça à l'entreprise. Génial. Voilà. Donc on va apprendre. Bah oui, tu restes une organisation apprenante finalement. Complètement. Mais alors tu vois, ce que je me dis, c'est, dans tous ces modèles d'organisation, ton modèle de leadership, même individuel, tu vois, en tant que manager, peut pas être le même qu'un modèle traditionnel où, tu lâches tellement la bride à tes équipes entre guillemets. Exactement. Que tu peux pas être toujours, tu peux pas micromanager, etc. C'est quoi est-ce qu'il y a un leadership modèle chez Octo? Comment ça se, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou pas? Ou est-ce que c'est naturel? Je sais pas si on l'a travaillé, on sait, on a pris conscience à un moment donné qu'il nous fallait, peut-être pas un modèle managérial, mais des pratiques managériales. C'est arrivé à peu près au même moment, là, le fameux truc le cap des 150, 150, plus précisément. Et là, tu vois, ce que je vais te raconter, c'est typique d'Octo. On avait donc un de nos collègues qui écoutait beaucoup de podcasts et qui a écouté, tu vois, déjà avant l'heure, qui a écouté un podcast qui s'appelle Manager Tools. Ok. Et Manager Tools, c'est beaucoup de pratiques de management. Et un jour, il est allé voir Ludovic, donc c'était il y a vraiment longtemps, et qui lui dit, écoute, il y a des pratiques de management, j'ai envie de les essayer sur mon équipe. Et Ludovic lui a dit, go, vas-y, essaye. Et il a essayé sur son équipe, il devait y avoir une 15aine de personnes à ce moment-là. Et ça, c'est un peu la magie Octo, c'est que il était curieux, il a expérimenté un truc, on est tous allés regarder, suivre un petit peu ce qu'il faisait, discuter avec lui, puis on s'est dit tiens mais c'est assez intéressant ce truc-là, et on va dire par viralité, ces pratiques de management se sont déployées, et maintenant c'est devenu le standard d'Octo, un peu en mode lean. Ouais, on retrouve ce que tu vends à tes clients quelque part là-dedans. Exactement. Et dans Manager Tools, il y a un outil qui est absolument génial. Ils appellent ça le O3, le one-on-one, où chaque manager passe 30 minutes par semaine, individuellement, avec chaque collaborateur. 30 minutes, toutes les semaines. Ce qui t'oblige à garder une taille d'équipe qui est du coup humaine, quoi. Une taille d'équipe qui est humaine, tout à fait, avec... et ce moment-là, c'est un moment qui est dirigé vers le collaborateur, la collaboratrice. C'est son moment à lui. Donc c'est un moment où on démarre en disant mais de quoi tu veux me parler aujourd'hui? C'est son agenda, c'est ses questions, c'est ses interrogations, c'est ses demandes d'aide. Et effectivement, en tant que manager, on peut interagir, demander un point sur quelque chose, mais c'est tout
sauf t'es un point opérationnel. T'es beaucoup moins descendant. T'es pas descendant là-dedans. De temps en temps, effectivement, tu peux demander, mais c'est avant tout ce qu'il souhaite te partager. Alors avec plein d'avantages. Donc tu crées la confiance, tu crées l'autonomie. Quand il y a une expérimentation, en fait tu suis toutes les semaines. Donc voilà, s'il peut y avoir des difficultés, tu peux réagir super vite. À la fin de l'année, quand tu arrives à l'évaluation annuelle, il y a pas de surprise. Toute l'année, peut-être t'as su ce qui s'est passé. Donc du coup c'est très fluide. Et puis aussi en tant que manager, il y a un effet collatéral que j'ai trouvé, c'est t'es pas dérangé tous les 4 matins. Et non, oui. Parce que comme tu as ce rendez-vous régulier... T'as pas quelqu'un qui vient gratter à ta porte pour te demander des choses. Exactement. Parce que ce qui est un art à part entière, soit dit en passant, de savoir trouver les bons moments pour solliciter ton manager en temps normal. Exactement. Mais nous, tu vois, c'est écrit, t'as ton one-on-one, donc, et de la même manière, si moi j'ai une question à poser, je la note dans un coin et je sais que de toute façon, dans 3 jours, dans 4 jours, je vais voir une personne de mon équipe et je vais pouvoir lui en parler. Et donc, cette pratique managériale, elle est chez Octo maintenant depuis, je sais pas moi, plus de 12 ans. Okay. Et donc, ça crée la confiance. Et ça crée, tout à l'heure, tu demandais le style de leadership. On est plus, je pense, des managers as coach. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est vraiment ça. Et il y a un bouquin aussi qui nous a pas mal inspiré, en tout cas moi qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Servant Leadership. Oui, bien sûr. De Vinette Nayart. Et qui positionne vraiment le leader comme étant au service de ses équipes. Donc en fait, le leader qui travaille sur le système... Tu renverses totalement ta posture. Tu renverses totalement ta posture. Donc tu fais confiance aux équipes pour prendre les bonnes décisions. Et tu es là pour aider si ils sont coincés, s'il y a besoin d'agir sur une autre partie du système, d'aller discuter avec d'autres collègues, de revoir des process et ce genre de choses. Et ça, c'est une posture qu'on a chez Octo. Je pense que c'est vraiment ça notre style de management. Et d'ailleurs, justement, rapidement, toi, il me semble que tu t'es formé au coaching, c'est ce que je m'avais dit quand on a fait je me suis formé au coaching il y a 1 an et demi à peu près. Et ça a changé quoi? Je sais pas si ça a changé beaucoup de choses. Le truc que ça a changé, c'est, par exemple, dans mes O3, je pense que je questionne beaucoup plus les personnes pour les aider à trouver leurs propres solutions. Là où je pense qu'il y a 2-3 ans, j'aurais un peu poussé assez vite ma solution, ma vision du problème. Un truc un peu plus mentorat. J'aurais été beaucoup plus mentorat que c'est effectivement un truc que le coaching t'apprend, c'est on va le laisser trouver sa solution. Exactement. Et peut-être qu'il sait mieux que moi aussi. Ouais, ce qui est pas forcément évident à se dire, d'ailleurs. Non. Donc je pense que c'est surtout ça que ça a changé dans ma façon de manager. Ok. C'est hyper intéressant. Et alors, tu vois, là, donc je sais que c'est pas le cas, mais je me fais l'avocat du diable 2 minutes. Avec tout ce que tu m'as expliqué, on a des tribus, on a des cercles, il y a des ligues, il y a des guildes, il y a mais en fait, il y a énormément d'entités séparées. Tu vois, on a déjà un peu parlé du fait de est-ce qu'il y a une concurrence ou pas. Mais t'as plein d'entités séparées, et t'as Octo, qui quand même, supposé englober tout ça. Du coup, pour te poser la question de manière un peu directe, comment tu fais pour qu'il y ait une culture d'Octo qui vient faire le lien, qui vient sublimer un peu tout ça, plutôt que 15 ou 16 tribus séparées, quoi. En fait, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que la culture, elle a toujours été là, et c'est la culture qui a permis l'émergence de ces tribus et de ce modèle-là. Donc, il n'y a pas de culture particulière à une tribu. Il y a une culture d'Octo. Et il y a une culture d'Octo parce que je crois qu'on prend soin de cette culture et qu'on recrute et qu'on fidélise des gens qui se sentent bien dans cette culture, qui se l'approprient très vite et qui continuent à la faire perdurer. Parce que ça c'est un truc, tu vois, quand on était 50, les gens disaient « Ah, mais on va perdre notre culture, bien sûr, oui, on va embaucher des gens, toujours le cas, ils viennent de l'extérieur, ils connaissent pas notre culture. » Voilà. Ça fait 10 ans qu'on est là, ça a changé. En fait, c'est complètement oublié que des personnes qui te rejoignent, si ta culture fait du sens pour eux, ils vont se l'approprier et ils vont être les premiers défenseurs de ça. Ta culture, c'est à la fois c'est une sorte de membrane, c'est-à-dire que ça va laisser passer que ce qui est chargé de la même manière que ce qui est à l'intérieur. Exactement. Quoi. Et le reste, c'est juste repousser plus ou moins naturellement, quoi. Et c'est assez rigolo parce que, alors on a une culture forte, parfois elle peut être aussi un peu isolante. Je veux pas non plus la porter au nu. Il y a des travers aussi parfois dans cette culture, mais la base de cette culture, c'est le collectif. Il y a un collectif qui est très fort chez Octo. Et les gens qui vont se sentir bien chez Octo, c'est des gens qui aiment le collectif. Quelqu'un qui serait très égocentré, très mode diva,
qu'on n'aurait pas vu au recrutement, par exemple. Il serait passé, c'est pas une science exacte, le recrutement. Très vite, on va s'en rendre compte. Et c'est un peu comme le système. Très vite, le système va probablement l'éjecter, ou il va se sentir tellement pas bien qu'il va partir de lui-même. Parce que tu dois avoir des cas de conscience là-dessus dans un business qui repose énormément sur l'expertise. Tu recrutes quelqu'un qui est extrêmement bon, je sais pas, sur X. Alors, ne m'en veux pas, j'ai pas ton niveau en tech, mais tu vois, il va être un expert sur un langage hyper novateur. Je sais pas, enfin, c'est un expert Scala par exemple, il y a très peu sur le marché, tu vois. Tu l'as recruté, c'est une énorme diva parce que c'est le seul qui sait faire ce qu'il sait faire. Tu veux quoi, tu le gardes ou tu le jettes? Non, on jette. Sans problème. Alors, j'imagine que dans ta question, c'est une diva, il a la grosse tête. Oui, bien sûr, c'est une caricature. On réussit grâce à moi, on rate à cause des autres. Enfin, vraiment, il fit pas dans la culture, quoi. Il fit pas dans la culture. Eh ben, c'est une décision difficile à prendre, c'est une décision courageuse, mais on se sépare de cette personne. C'est Netflix parle de ces gens-là comme étant les brilliant jerks. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc tu t'en débarrasses. Pourquoi? C'est les pires types d'employés, je sais pas quoi en faire. C'est pire parce que ça te casse une équipe. L'équipe est dévalorisée, perd le moral, et en plus, si tu gardes des gens comme ça dans ton organisation, ça dit des choses sur ton style de management. Et qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà, donc tu casses tout ton système. Mais la première fois que tu prends cette décision, ça doit piquer quand même. Ouais, ça pique. T'hésites, hein. Bah, tu m'étonnes. Parce que derrière, t'as quand même des fees clients qui sont en jeu. Enfin. T'hésites. Mais quand tu le fais la première fois et que tu te rends compte que l'équipe se reconfigure et trouve ses façons de faire et se redéploie et en succès, tu le vis une fois. Après, t'hésites plus. Oui, c'est toujours pareil. T'as peur de voir ce qui peut se passer. Exactement. Tu vois que c'est pas si terrible et que du coup, ton organisation, comme un organisme en fait, trouve une solution. Trouve sa solution. Ouais. Et tout ça, encore une fois, enfin comme tu l'as dit tout à l'heure, quand je te posais un peu volontairement la question pour prendre le problème à l'envers. Ta culture dans tout ça, c'est la condition sine qua non. Est-ce que tout ce que tu nous racontes marche en fait, quoi? Oui, après le sujet de la culture, c'est hyper compliqué parce que définir une culture, c'est il y a du travail, hein. Et puis il y a beaucoup de composants. En plus, c'est pas quelque chose de très tangible. Parce que ce qui définit une culture, c'est tous tes gestes du quotidien. C'est comment tu décides, comment tu fais confiance, comment tu recrutes, comment tu vends, comment tu vis, comment tu fais tes réunions, comment tu communiques. Donc c'est l'ensemble de ces gestes-là qui vont faire ta culture. Bien sûr. Et donc en fait, ces gestes-là, c'est ceux qui te conviennent à toi en tant qu'organisme, c'est ceux qui font que c'est ton ciment. Bien sûr. Et ça fait ta culture après. Et tu as aussi des choses qui sont importantes, c'est qui tu recrutes, tu vois. Tout à l'heure on parlait des gens qui sont curieux, des gens qui vont aimer partager, des gens pour qui travailler en équipe c'est vachement important. Des gens qui aiment grandir, des gens qui aiment innover. Voilà. Et donc en fait, quand tu les baignes dans un environnement ça fait des merveilles, effectivement. Mais d'où ce besoin d'avoir réfléchi, travaillé, formalisé ta culture. Alors tu me dis si t'es d'accord ou pas, mais enfin tu vois, nous une croyance, même une conviction très forte qu'on a chez Bienveniste, c'est que t'as besoin de le faire, notamment quand t'atteins un certain cap, un certain stade. Parce que autant quand t'es 20 dans une pièce, ce qu'on voit beaucoup dans les startups, des choses comme ça, tout le monde se connaît, tout le monde s'est construit ensemble, la culture est plus ou moins informelle, tu peux finir les phrases de l'autre. Justement, quand tu veux passer ces caps-là, en fait, même toi, en tant que dirigeant, si tu veux être tranquille, tu vas pas faire tous les recrutements toute ta vie, quoi. Non. Donc, t'as besoin de savoir on s'appuie sur un socle, sur des bases qui sont suffisamment solides, formalisées, connues, partagées, et que tes équipes sont alignées autour pour pouvoir travailler comme ça. Ouais. Mais tu vois, là, cette notion de culture, au départ, on n'en avait pas conscience. Un peu comme un poisson dans son bocal, tu vois, il voit pas l'eau dans lequel il est. Et on a commencé à en prendre conscience au bout d'une dizaine d'années d'Octo. Et au moment où on a fait notre premier challenge Great Place to Work, où il a fallu qu'on commence à écrire une sorte de culture book, et on a eu envie de communiquer, et on avait écrit un bouquin à l'époque, c'est Partageons ce qui nous départage, donc qui était un ouvrage collectif où on expliquait nos pratiques, voilà. Et donc pour moi c'est ça qui est important dans la culture, c'est de décider ensemble des pratiques qui te conviennent.
Et les pratiques qui te conviennent peuvent te convenir à un certain moment de ton organisation. Elles vont fonctionner pendant 5 ans, 10 ans, et puis tu vas taper une limite parce que t'as grossi, parce que ton offre a changé, pour plein de raisons. Et là, ça commence à être beaucoup moins fluide. Et donc là, c'est important de revisiter ces artefacts de culture. Bien sûr. Et tu vois comment t'es organisé, comment tu sur tes valeurs, sur exactement, comme ça. sur tes comment tu décides. Les valeurs d'Octo, elles ont pas changé depuis le début. Et tu les as revalidées par contre. Tu les revalides, ouais. Tu les revalides, ouais. Et c'est vrai qu'une organisation qui a pas pris conscience de sa culture, c'est difficile de prendre conscience de sa culture. Donc, vrai, quand t'es consultant, c'est des choses que vous faites, c'est des choses qu'on doit faire. On fait aussi, c'est des missions, ce qu'on appelle de culture evidencing, qui permettent de mettre en évidence des modes de fonctionnement, qui sont propices à l'entreprise, et des modes de fonctionnement qui sont dysfonctionnels. Et donc après, c'est une discussion sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change. Bien sûr. Voilà, mais il y a vraiment cette difficulté de mettre en évidence qui on est, comment on marche. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 10 ans en termes de recherche et développement. Nous, pour le coup, on l'a fait là-dessus, tu vois. Et on commence on a des outils qui te permettent de cartographier une culture avec des composants qui sont bien calés dedans, etc. Oui. Mais oui, quand tu essaies de le prendre de prime abord, c'est un énorme bloc, quoi. Et t'es obligé de le décomposer. Complètement. Et c'est souvent d'ailleurs ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait pas forcément beaucoup de missions où on va ça arrive, des missions où on fait ce qu'on appelle une culture map, tu vois, on cartographie tout et on regarde l'alignement des équipes autour. Il y a aussi des missions où on dit je veux travailler mes valeurs, je veux travailler ma raison d'être, ou alors des trucs très leadership, très pratiques, justement de management. Et souvent tu rentres par un problème aussi. Donc c'est comme n'importe quel problème. Ça peut aider de le décomposer en petits blocs, quoi, pour le craquer plus facilement. Et alors du coup, on a parlé de la culture, on a parlé de la croissance d'Octo. Donc il se passe tout ça. Vous construisez un modèle qui est complètement le vôtre. Et en 2017, vous prenez une décision qui, moi, je le savais, mais ça m'a quand même surpris, tu vois, en préparant le podcast. Vous rejoignez Accenture. Accenture, c'est énorme. Octo, c'est 750 aujourd'hui. Accenture, je crois qu'ils sont 537 000 au dernier recensement. Ouais, c'est ça. On devait être, je crois, 400 quand on a rejoint Accenture. Ouais. Bon, du coup, ma question est super simple. Pourquoi ? Alors, ma réponse, ça va être très simple. Parce que le PDG de l'époque avait décidé de vendre Octo à Accenture. D'accord, ok. C'est une décision personnelle de la personne qui avait créé son entreprise. C'est vraiment une décision d'entrepreneur. Bien sûr. Tu crées ta boîte et puis un jour, tu as envie de la vendre. Mais c'est qu'est-ce que tu veux pour toi aussi en tant que chef d'entreprise. Exactement. Etc. Exactement. Ça a été son souhait. En toute transparence, le reste du comité de direction s'est pris un coup de massue sur la tête. Parce qu'on l'avait. Je peux comprendre, vu le modèle que vous aviez construit. Trop vu venir. On s'est pris un méga coup de flip. Faut dire ce qu'il est. Et puis on a retroussé nos manches. On a retroussé nos manches parce que il y avait un challenge, c'est-à-dire qu'il y a une logique industrielle à ce que Octo rejoigne le groupe Accenture. On utilise les mêmes composantes dans nos métiers, c'est-à-dire qu'on travaille sur de la transformation digitale, pas à la même échelle. Et Octo, il y avait des grands projets, des grands marchés auxquels on n'avait pas accès. D'accord. T'es une grosse boîte, tu confies pas forcément un gros projet à une entreprise qui a 350, 400 personnes. Il y a un brand name qui rassure énormément chez Accenture. Exactement. Il y avait ça. Donc, il y avait des très très gros projets technologiques ou de transformation auxquels on n'avait pas accès. Voilà. Donc ça, c'était une des promesses. Et voilà. Et l'autre promesse, c'était qu'on puisse continuer à être les experts, les défricheurs technologiques. On a aussi cette capacité à travailler en agile, à travailler différemment. Voilà, d'être un peu les ouvreurs de portes dans certains contextes, les gens qui vont faire les premières itérations, les MVP, c'est un côté extrêmement sexy pour les clients aussi. Exactement. Pour aller vite, voilà, tout ce côté agile. Et puis après, quand tu as des projets de déploiement, de rollout sur 5 ans, 10 ans, ou même si tu fais un développement spécifique et qu'après qu'il faut le déployer sur plusieurs pays ou des milliers de personnes, c'est pas notre sujet, c'est pas notre métier, c'est pas notre savoir-faire. Donc cette complémentarité, elle existait. Et elle existe aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche. Mais l'enjeu, c'était
d'arriver à ce qu'elle survive et qu'elle se déploie. Et alors, du coup, c'est toi qui as géré le processus d'intégration. Je sais pas quel nom tu donnes. Ouais, ça s'appelle ça, l'intégration. Donc, avec toute une équipe côté Octo. Et puis, j'avais une homologue côté Accenture qui avait aussi une équipe. Et donc, ces deux équipes, on a œuvré pendant près de 2 ans à construire le bon modèle et à le mettre en place. Parce que assez rapidement, il est devenu évident qu'on ne pouvait pas rejoindre Accenture uniquement en étant, on va dire, avalé et c'est ça, changer le contrat de travail, quand on voit les process la différence de taille entre Accenture et Octo, à l'époque, Accenture, ils peuvent t'engloutir sans trop de problèmes si ça se fait, quoi. Et puis, ils auraient perdu toute la valeur de ce qu'ils auraient acheté parce que les gens se seraient barrés. C'est ce qui se passe hyper souvent parce que quand t'as pas de compatibilité de culture, tu sais, t'as ce chiffre un peu canonique de 2/3 des acquisitions ne créent aucune valeur. Exactement. En général, t'attends de vester tes parts et puis tu t'en vas. Ouais. Et puis tout le monde se barre et tu te retrouves avec une coquille vide, quoi. Exactement. Donc, et nous, on n'avait pas envie de ça parce que on avait quand même construit une boîte dans laquelle on aime travailler, on aime partager, on aime les challenges. Donc, voir cette boîte, la perspective que cette boîte, elle éclate, ça nous tordait le ventre. Donc, on a retroussé les manches. Et on a été beaucoup aidés par les sponsors de l'intégration côté Accenture parce qu'en fait, ils ont compris vite. Au bout de quelques mois, ils ont compris qu'ils allaient dans le mur si ils nous intégraient comme d'habitude. Donc ils ont fait un énorme travail pour convaincre en interne Accenture d'imaginer un nouveau modèle d'intégration. Donc le modèle d'intégration d'Octo au sein d'Accenture, il est unique, il est nouveau, il est spécifique, il est hybride. Et tu vois, ça fait maintenant 4 ans, il a préservé ce qui fait la spécificité d'Octo et ce qui fait notre valeur. Mais en termes de marque, etc., vous restez une marque indépendante. Exactement. Dans vos propres locaux, on n'est pas chez Accenture, on se parle. On est une entité légale à part entière. Donc, notre back-office financier est celui d'Accenture. Donc, tous nos résultats sont intégrés dans ceux du groupe, normal. Mais on a gardé, je dirais, nos façons de recruter, de manager, nos façons de vendre. On a gardé notre go-to-market. On a gardé énormément de choses qui font l'alchimie, qui font le système. Oui, bien sûr. Parce que il y a souvent, je pense, une croyance dans les boîtes qui rachètent. Ils rachètent une entreprise en se disant, on va racheter la compétence, on va racheter oui, non, mais tu rachètes les gens, les clients et le chiffre d'affaires, quoi. Mais souvent, j'ai pas non plus énormément d'expérience là-dessus, mais je trouve dommage qu'il y ait pas cette analyse, cette étude, qu'est-ce qui a fait intimement le succès de la boîte. C'est pas uniquement se dire il y a des clients, il y a des offres et il y a des people. C'est qu'est-ce qui fait que cette alchimie elle fonctionne et elle croît. Est-ce qu'il y a une compatibilité de culture et derrière est-ce qu'il y a une compatibilité de culture? Exactement. Et tu vois, c'est vraiment une sorte de quel est le système d'exploitation de l'organisation qui fait que ça marche et te dire mais si j'achète, si je casse un truc, si je prends toi par exemple que ça, est-ce que ça va continuer à vivre tout seul ou est-ce que ça va partir en fumée? Donc c'est ce qu'on a vécu et effectivement il a fallu convaincre, construire, imaginer quelque chose de nouveau, tenir tête. Donc je suis quelqu'un de très tenace. Un des sponsors chez Accenture me disait à un moment donné mais tu dois lâcher, tu peux pas tout négocier, tu dois lâcher des choses. Et je disais non, je peux pas lâcher parce que le diable est dans le détail et il faut qu'on arrive à préserver un tout. Donc je peux pas lâcher. Alors je dis mais c'est toute notre équipe. Ça peut pas être facile. Hein. Non, ça n'a pas été facile. Surtout que tu négocies pas en position de force, quoi. Oh, c'est pas si sûr que ça. Ah oui? Toi, moi, je vois le mastodonte contre la petite boîte, en fait, guillemets, tu vois. on sait ce qu'on disait tout à l'heure. Ils te rachètent parce qu'ils voient une opportunité oui, après, c'est leur perte. S'ils forcent le bras, c'est leur perte, quoi. Puis c'est dommage, quoi. T'as pas envie de faire ça. Donc, non, franchement, moi, j'ai trouvé, une fois que tu passes le moment de,
je suis très en colère, je veux pas être acheté, après je suis déprimée, ainsi de suite. Tu fais tes 9 phases du deuil. Tu fais toutes tes phases du deuil, et après tu retrousses tes manches, et puis tu te dis, comment on y va? Et puis, une fois que tu as cassé l'image de la grosse boîte, que tu te dis, après la grosse boîte et derrière les process, il y a des gens. Et tu commences à discuter avec les gens, et tu trouves les solutions. Et tu te rends compte que c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui ont envie que ça marche. Alors, c'est toujours la règle des 80-20. Hein. T'as 80% avec qui ça se passe bien, puis t'en as 20, c'est un peu plus compliqué à convaincre. Mais on a réussi, je pense qu'on a réussi un truc. Mais c'est comme le lait sur le feu. C'est pas ancré. Ça se surveille, quoi. Ça se surveille. Ça se surveille parce que tu as des personnes qui ont vraiment compris la valeur du modèle. Et t'en as d'autres qui veulent que ça soit one size fits all, que tout rentre dans le truc de toujours. Voilà. Donc il faut rester vigilant. Mais et là encore, tu vois, on disait tout à l'heure que la culture, c'est la culture, le système, etc. Mais c'est la condition pour te permettre de faire ce que tu as réussi à faire chez Octo en termes d'organisation. Ouais. En fait, le jour où tu te retrouves avec une acquisition qui est pas forcément souhaitée par tout le monde, ta culture, c'est aussi ton mécanisme de défense, quoi. Parce que si t'as pas tout ça, que c'est pas hyper clair qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bonne chance pour les négocier, quoi. Sur qu'est-ce qu'on préserve, pourquoi, etc. Tu peux pas. Mais tu vois, c'est intéressant parce que au départ, on leur disait ça va pas marcher, on n'a pas la même culture. Et c'est une position qui était pas comprise parce que c'était trop vague. Oui, tu parles chinois, quoi. Tu parles chinois et puis c'était un truc. Non, mais c'est bon, la culture. Notre culture. C'est pipeau, machin, etc. C'est pas forcément pipeau, c'est notre culture à Accenture. On est 500 000 personnes, on a quand même une belle culture, ça marche. T'as un raccourci, c'est pas la même culture. C'est pas la même culture. De toute façon, ouais. Et donc, en fait, t'es obligé de redescendre en dessous et de te dire et d'expliquer comment t'évalues les gens. Quel est ton système de bonus? Comment tu recrutes? Comment t'organises une mission? Quel niveau d'autonomie tu laisses aux personnes? Comment t'organises ta R&D? Qui prend les décisions? Donc en fait, tu redescends à ce niveau-là parce que là, c'est concret et là, tu vois qu'il y a des différences. Et là, tu dis, ok, donc ça je prends pas. Tant que tu restes vague et que tu dis c'est pas la même culture, t'avances pas, c'est modèle contre modèle. Ouais, exactement. C'est très bloqué. D'où l'intérêt de l'avoir décliné hyper opérationnellement. Ouais, quoi. Et au début on l'avait pas compris ça. On était un village gaulois, on était campé sur nos positions, on disait ça va marcher, ça va pas marcher. Et donc du coup le sponsor dont je parlais tout à l'heure, avec le PDG de l'époque, ils se sont dit mais il faut qu'on arrive à mettre des mots sur cette différence de culture. Et ils ont missionné un cabinet de conseil pour mettre en évidence la culture et les différences de culture. Et le résultat a été un écart de culture au-delà même de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Donc c'était encore plus loin que ce qu'ils pensaient. C'est très souvent le cas. D'accord, ok, tu vois. Et avec ce constat-là, ça a été le point de départ de « Ok, maintenant, on a compris quel est le nouveau modèle qu'on construit. » Et là, tu repars dans une optique de co-construction, de collaboration, et du coup, le partenariat, il se fait beaucoup plus facilement. Et là, il se fait, et puis, tu te mets à... Après, là, tu sais que tu as une cible commune, tu sais que tu veux y arriver, tu sais que tu veux co-construire, et tu te mets côte à côte, et puis tu dessines. Je vois. Alors, j'ai 2 questions pour finir, avant qu'on se fasse expulser par la sécurité de chez Octo. C'est pas faux. Voilà. Je crois qu'on aurait pu discuter de ça pendant encore beaucoup plus longtemps, mais on est pris par le temps, on a déjà eu une très belle discussion. Écoute, c'est une question qui est plus pour parler de toi, parce qu'on l'a pas beaucoup fait finalement. Si tu devais parler à Dominique qui rejoint Octo dans sa première année, il y a 22 ans, ce serait quoi le conseil que tu voudrais lui donner? Je sais pas si c'est un conseil que je lui donnerais. Je lui dirais, t'as eu raison. C'est vrai. T'as eu raison. Fais confiance. Je pense que il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir dire ça, pouvoir se dire ça dans 20 ans. Ouais. J'ai eu une chance inouïe. J'ai rejoint une aventure au tout début. J'ai fait plein de métiers différents. Parce que quand tu débarques dans une start-up, t'as plein de casquettes. Tu fais plein de métiers différents. Tu fais grossir une organisation, et c'est là où je me suis rendu compte que travailler sur le système, je trouve ça génial. Enfin, aujourd'hui, je suis directrice d'opération, mais je trouve ça fabuleux de comprendre
un système, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment il fonctionne à l'intérieur d'un grand groupe et de travailler là-dessus. C'est passionnant. C'est fabuleux. C'est passionnant. C'est fabuleux. Et c'est des niveaux de complexité, d'interaction, de logique de pensée qui sont hyper stimulants en fait. Ouais, c'est vraiment très chouette. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Merci. C'est génial. C'est génial. Et puis du coup, dernière question qui pour le coup est traditionnelle sur ce podcast. T'en as déjà donné beaucoup, mais ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésiterait à travailler sur sa culture entreprise? Oh là là, mais... Enfin, ce serait pas un conseil, lui dire de pas hésiter parce qu'il se coupe de potentiel. C'est que même si sa boîte, elle marche déjà un peu, en travaillant sur sa culture, c'est-à-dire en faisant émerger ses points de force et en les poussant au maximum, en faisant émerger ses points de dysfonctionnement et essayant de trouver des solutions, mais il va passer des étapes supplémentaires. Il ira encore plus vers le succès s'il est en succès, et s'il est en difficulté, pour lui, ça va être vital. Donc travailler sur sa culture, mettre en évidence ça, c'est super important. Écoute, merci beaucoup, Dominique. Je propose que ce soit le mot de la fin. Ça me va. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de discuter de ça avec toi. Plaisir partagé. Merci, Vincent. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmoniste.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.